pourrais aujourd'hui, chers téléspectateurs, vous entraîner assez loin dans le temps, vers le XVe siècle, et dans un petit pays qui va jouer un rôle considérable à l'époque dans l'ouverture du monde, dans le décloisonnement du monde. Il s'agit du petit Portugal, hein, qui a joué le rôle que l'on sait dans l'ouverture atlantique qui va se réaliser au XVe et au XVIe siècle. Hein. Un petit pays dont on pourrait penser qu'il avait une prédisposition géographique pour jouer ce rôle-là, mais il faut quand même ajouter, pour nuancer ce propos, le caractère assez inhospitalier de ses côtes, de son littoral, l'absence jusqu'au XIIIe siècle de tradition nautique particulière, et puis surtout le fait que ce petit Portugal, comté puis ensuite royaume de Portugal à partir du XIIe siècle, eh bien ce Portugal, il a donné la priorité jusqu'au milieu du XIIIe siècle à la reconquête, puisqu'il s'agissait de bouter hors du territoire l'occupant musulman installé déjà depuis le VIIIe siècle. Hein. La reconquête du côté portugais est terminée en effet dès 1248 avec la reconquête de la région méridionale de l'Algarve. Reconquête réalisée sous la direction d'une dynastie d'origine bourguignonne, puisque c'est l'un des gendres du roi de Castille, Alphonse VI, Henri de Bourgogne, qui a été en quelque sorte le fondateur de l'État portugais, même si c'est son fils Alphonse Henri qui a été le créateur du royaume à proprement parler. En tout cas, le rôle du Portugal change complètement après le milieu du XIIIe siècle. Ce petit pays, tourné jusque-là essentiellement vers l'effort militaire de la reconquête, va se consacrer davantage désormais au commerce avec la Flandre, commerce avec l'Italie, commerce avec la Catalogne, va s'inscrire ainsi dans les réseaux d'échange de toute cette période et va en tirer un certain nombre de profits. Un petit Portugal qui va voir ses frontières reconnues dès 1297, c'est le traité d'Alcanisès avec l'Espagne voisine, avec la Castille voisine plus précisément, a signalé quand même que ces frontières fixées donc à la fin du XIIIe siècle, eh bien elles le sont définitivement. Le Portugal est l'État européen dont les frontières ont été établies le plus anciennement. Alors cela dit, ce Portugal va rencontrer un certain nombre de difficultés, notamment avec la mort du roi Ferdinand qui survient en 1383. L'une de ses filles, et il n'a pas de fils, l'une de ses filles est mariée au roi de Castille, Jean Ier, et l'on voit bien quelles peuvent être les ambitions dans ces conditions du grand pays voisin. D'autant que la noblesse castillane, toujours rebelle vis-à-vis de l'autorité royale, et toute dispose, la noblesse portugaise, pardon, toujours rebelle vis-à-vis de l'autorité royale, et tout à fait disposée à se rallier aux Castillans. En revanche, les villes, la bourgeoisie marchande qui commence à se développer, et puis le peuple paysan portugais sont hostiles à cette solution, les ordres militaires portugais également. Il y a donc une forte résistance qu'on pourrait dire, entre guillemets, nationale, contre cette perspective. Et il y a une alternative, il y a une solution, puisqu'il y a un demi-frère de la fille du roi Ferdinand, de la fille qui a été mariée au roi de Castille. Elle a un demi-frère, un fils bâtard du roi, hein, qui est en même temps le grand maître de l'ordre d'Avis. L'ordre d'Avis est un ordre militaire qui est l'équivalent au Portugal de l'ordre de Calatrava en Espagne, hein, d'inspiration cistercienne à l'origine. Eh bien, ce prince Jean, c'est lui qui va être le candidat de tous ceux qui refusent l'assimilation par la Castille, et au Cortés de Coimbra, en avril 1385, eh bien, il est proclamé roi. Alors, rien n'est encore acquis, mais quelques mois plus tard, en août 1385, la bataille d'Aljubarrota fait que les Castillans sont complètement vaincus, se termine sur une défaite complète des Castillans, qui vont renoncer à ce projet, et Jean Ier de Portugal va donc va donc entamer la dynastie d'Avis,
qui durera jusqu'en 1580. Il va créer une nouvelle noblesse avec tous ceux qui l'ont soutenu, issus des ordres militaires, voire de la bourgeoisie urbaine. Une nouvelle noblesse qui va lui être évidemment totalement acquise. Donc on va voir se constituer un État royal fort, puissant, ce qui est une condition nécessaire pour les développements que nous allons voir ensuite. Alors évidemment, ce petit Portugal, il n'a pas a priori des moyens considérables. 90 000 km², même pas 1 million d'habitants à l'époque. Hein. Les habitants surtout concentrés dans sa partie septentrionale. Le centre et le sud du pays, ce sont des grands domaines nés de la Reconquête, hein, qui ont été distribués aux ordres militaires et puis à quelques proches de la couronne. L'Algarve, même tout à fait au sud, apparaît tout à fait à part, puisque déjà on y voit se développer une économie de plantation, on cultive la canne à sucre, les capitaux génois sont très présents, donc c'est un peu un monde marginal, périphérique. Hein. Mais cela dit, dans l'ensemble du royaume, il y a une prospérité qui s'installe, on développe la culture de la vigne avec les succès que l'on sait. En un temps, je le rappelle, où il y a quelques problèmes du côté de Bordeaux et de la Guyenne du fait de la guerre de 100 ans. Hein. C'est une époque où on voit se multiplier aussi les troupeaux de moutons producteurs de laine. C'est une époque où les salines portugaises exportent leurs produits jusque dans la mer, jusque sur les côtes de la mer Baltique. La pêche également est très active avec des pêcheurs risque-tout qui s'en vont parfois jusqu'à Terre-Neuve pêcher la morue. Et puis une paysannerie nombreuse, solidement implantée, qui constitue la base sociale en quelque sorte à l'époque de la nation portugaise, qui fournit entre autres les troupes de l'armée permanente qu'a instauré le roi Jean Ier. Hein, une armée permanente, c'est aussi un signe d'accès à la monarchie de type moderne. C'est un phénomène comparable que l'on observera bientôt dans les autres grandes monarchies européennes. Alors il faut dire aussi que ce petit Portugal, il bénéficie d'une conjoncture générale plutôt favorable parce que ces éventuels rivaux, les éventuelles puissances qui auraient pu gêner d'une manière ou d'une autre son développement, elles ont à penser à bien d'autres choses. La France et l'Angleterre sont engagées dans l'interminable guerre qu'on appellera plus tard la guerre de 100 ans et qui a duré en fait davantage. Le Portugal peut compter sur le soutien de la papauté, hein, les souverains pontifes vont promulguer des bulles concernant la conquête des terres d'outre-mer qui seront plutôt favorables au Portugal. On connaît surtout celle de 1494, la fameuse traité de Tordesilhas qui partage le monde entre Castillans et Portugais. Mais déjà, dès 1454, le pape avait soutenu les ambitions portugaises dans ce domaine. Les concurrents des Portugais que sont les Normands, les Diepois, sont obligés de faire avec, d'accepter la politique du fait accompli. Gênes, très dynamique, très puissante, est présente financièrement, notamment au Portugal, et surtout embarquée dans les histoires internes de la péninsule italienne, dans ses rivalités avec Venise, avec Milan, etc. L'Aragon et la Catalogne se tournent surtout vers la Méditerranée, vers le contrôle de la Sicile notamment. La Castille voisine, certes, est la menace principale, mais elle va être plongée au XVe siècle dans la guerre civile. Elle est orientée aussi, tournée vers la reconquête du royaume de Grenade, qui est la dernière position musulmane dans la péninsule ibérique. Donc le petit Portugal va bénéficier d'une conjoncture générale plutôt favorable à son développement. Alors cela dit, il ne faut pas penser que l'aventure outre-mer, l'aventure atlantique a été la priorité pendant longtemps. Hein, ce petit Portugal, il a d'abord le souci de lutter contre le voisin castillan et il a toujours le souci de la croisade, la poursuite de la lutte contre l'infidèle. Hein, et l'aventure outre-mer va être dans une large mesure une affaire privée. C'est notamment le cas avec Henri le Navigateur dont nous allons parler tout à l'heure. Hein. Le Portugal, il s'implique dans les affaires castillanes hein, et il va s'engager dans la guerre de succession qui intervient en Castille après la mort du roi Henri IV l'Impuissant. Ça
sœur Isabelle la catholique va finir par l'emporter, mais il avait une fille qui serait née en fait des amours de la reine avec un certain Beltrán de la Cueva, donc c'est la Beltraneja. Or cette princesse, elle est mariée au roi de Portugal. Donc on voit tout de suite quelle est la contestation qui peut s'ouvrir entre Castillans et Portugais à propos de la succession en Castille. Ça c'est une première chose. Et puis il y a la guerre contre le Maroc de la dynastie mérinide, qui va durer jusqu'en 1471. Donc le Portugal, une bonne partie du XVe siècle, va être occupé ailleurs en fait que par les aventures d'outre-mer. Alors pour que celle-ci puisse se réaliser, il fallait remplir évidemment un certain nombre de conditions. On sait le rôle qu'a joué la caravelle, ce nouveau modèle de bateau qui n'a pas été inventé d'un coup, qui a été le résultat d'une évolution assez longue. Un bateau bien adapté à des navigations lointaines, bien adapté à des côtes où pouvaient se trouver des hauts fonds, un bateau prévu pour des expéditions qui pouvaient durer 6 mois à 1 an. Et il fallait emporter le ravitaillement et les hommes en conséquence. Hein. Donc ce modèle, ce nouveau modèle de navire, plus léger, plus maniable que les caracs, qui étaient les gros bateaux de transport de l'époque, va jouer un rôle effectivement très important dans la découverte portugaise. Il ne faut pas forcément le surestimer, mais montrer au contraire l'importance qu'ont revêtu les escales ou les îles escales qui ont permis les progressions des Portugais le long des côtes d'Afrique. Hein. C'est vrai pour Madère, c'est vrai pour les îles du Cap-Vert, pour les Açores, c'est vrai pour Sao Tomé et Principe par exemple. Il y a aussi la maîtrise des techniques de la navigation hauturière. On ne sait pas à l'époque du tout calculer la longitude, hein. Il faudra les chronomètres du XVIIIe siècle pour qu'on puisse relever ce défi-là. Mais on commence à calculer la latitude avec des sextants, des arbalestrilles, des astrolabes, etc. En réalité, c'est seulement à la fin du XVe siècle que toutes ces innovations techniques pourront être utilisées à plein pendant très longtemps. On va naviguer à l'estime et c'est l'expérience des pilotes qui va se révéler tout à fait décisive. Un autre élément qui permet d'expliquer les succès portugais en ce domaine, c'est l'Académie de Sagres, qui a été créée par Henri le Navigateur. Avant ce dynamisme particulier des Portugais sur ce terrain-là, c'était plutôt en Italie, c'était plutôt en Catalogne que se trouvaient les écoles géographiques les plus performantes. Hein, c'est l'époque des atlas catalans, etc. Quand on arrivera à la fin du XVe siècle, les choses seront changées et l'arabe Ibn Marid, par exemple, pourra considérer que les Portugais représentent des modèles en matière de navigation et en matière de géographie. Alors cette académie de Sagres, qui a été voulu par Henri, celui qu'on appellera Henri le Navigateur, qui a très peu navigué d'ailleurs, il a seulement traversé le détroit de Gibraltar, mais il a gagné ce nom devant l'histoire à cause du rôle qu'il a joué dans la découverte portugaise. Cette académie, c'est en fait une école de pilotes, c'est aussi une bibliothèque, c'est aussi des ateliers de cartographes, hein, et elle va jouer un rôle évidemment moteur dans l'aventure portugaise après que Henri s'y est installé en 1431. Hein. Une centaine de cartographes y passeront tout au long du XVe siècle. Le célèbre géographe flamand Martin Beym y enseignera. C'est une sorte de modèle pour ce que vont être les grandes découvertes ultérieures. Une école, elle sera réformée à la fin du XVe siècle, complétée par le roi Jean II, et à ce moment-là, fin du XVe siècle, elle aura déjà, du fait de son action, permis le relevé de 27 000 km de côte, ce qui est évidemment un acquis déjà scientifique tout à fait considérable. C'est donc dans ces conditions générales que les Portugais vont pouvoir se lancer sur la route du Cap. Hein. Ils vont d'abord découvrir
découvrir la Méditerranée atlantique, hein, c'est-à-dire les archipels qui vont servir de relais. Hein. En 1312, Lanzarote Marcello découvre les Canaries, qui seront occupées par le Normand Jean de Béthencourt au début du XVe siècle. En 1330, c'est Madère qui est reconnue. En 1335, ce sont les Açores. Et puis ensuite, l'impulsion principale viendra avec Henri, fils cadet du roi Jean Ier, qui, constatant l'échec ou les difficultés rencontrées, en tout cas lors du siège de Ceuta au Maroc en 1415, se rend compte que la simple croisade ne permettra pas de s'emparer de l'Afrique du Nord, qu'il faut contourner l'obstacle pour aller plus au sud, notamment pour s'en prendre aux sources de l'or qui permet justement à l'adversaire musulman de faire face, de faire front aux Portugais, de faire face aux chrétiens. En plus, on espère retrouver, au-delà du monde musulman, le fameux royaume du prêtre Jean, d'un souverain chrétien. C'est en fait le souverain éthiopien, hein, auquel on pense sans trop le savoir. Hein. Et Henri le navigateur va donc engager cette immense entreprise de débordement du monde musulman par la maîtrise de la route qui suit les côtes africaines. Alors, son programme est simple, il s'agit de trouver une nouvelle route des Indes, hein, bien sûr, pour l'intérêt commercial que l'on imagine. Il s'agit aussi de renouer avec l'esprit de croisade pour lutter contre l'ennemi musulman. Alors il y a un problème technique de navigation qui se posait, c'est que les caravelles portugaises qui descendaient le long de la côte africaine, elles étaient poussées par l'Alizé du nord-est à la descente, mais pour remonter, c'était extrêmement compliqué. Il va falloir un certain nombre d'échecs au niveau du Cap Bojador, au sud du Maroc, pour que des perspectives nouvelles s'ouvrent, en particulier quand on constate que, en se laissant remonter vers le nord-ouest, on tombe sur un certain nombre d'îles, Madère, les Açores, à partir desquelles on peut reprendre en quelque sorte la route vers l'est en étant poussé par les vents d'ouest. Hein, c'est-à-dire, on descend poussé par l'Alizé du nord-est, on repart vers un certain nombre de points d'appui, de points d'escale, à partir desquels il devient possible de rentrer vers le Portugal. C'est tout un savoir-faire qui s'établit progressivement. Hein. On peut considérer qu'aux alentours des années 1430, l'affaire est à peu près maîtrisée. Hein. En 1434, Gilles Hanèche double le cap Bojador, revient par les Açores. En 1441, d'autres navigateurs portugais doublent le cap Blanc. Et puis, ces découvertes sont accompagnées aussi par une exploitation commerciale. Henri va créer des compagnies commerciales, compagnie de Lagos, d'Arguin, du Cap-Vert, hein, et on va faire du commerce sur les côtes découvertes. On va ramener de l'or, notamment. On va ramener également des épices, hein, des épices assez sommaires, hein, la malaguette, le poivre noir, des épices bien moins raffinées que celles qui venaient d'Asie du Sud, mais qui vont quand même fournir des ressources intéressantes au Portugal. Et puis, Henri le Navigateur, du fait des succès remportés, va bénéficier même du soutien de la monarchie à partir d'un certain moment. Donc, il va développer ses affaires massivement. Ça va être l'occasion d'investissements, notamment dans les chantiers navals qui vont produire toujours plus de caravelles. Et la poursuite de la descente le long des côtes d'Afrique se confirme. Nuno Tristão va doubler le Cap-Vert. Alvaro Fernandez sera tué un peu plus loin. Alvise Chadamosto, le Vénitien, va arriver jusqu'en Sierra Leone. Puis ensuite, on va reconnaître l'archipel du Cap-Vert. On va pousser dans le golfe de Guinée. Henri le Navigateur va mourir en 1460, à peu près à ce moment-là. Mais l'entreprise se poursuit. Pero da Sintra va pousser le long des côtes africaines jusqu'à hauteur du Libéria. On va faire commerce, je l'ai dit, de l'or du Soudan. Hein. C'est à ce moment-là que les caravelles l'emportent sur les caravanes pour l'arrivée de l'or soudanais en Europe. Hein.
Et puis, la découverte se poursuit jusqu'au delta du Niger, ensuite vers le golfe du Cameroun avec Fernando Po, qui va découvrir l'île qui porte son nom, ainsi que l'autre île du Principe, qui est toujours là aujourd'hui. Lope Gonçalves, en 1475, va franchir l'équateur. En 1480, après l'avènement du roi Jean II, eh bien, c'est carrément l'idée d'un contournement de l'Afrique que l'on va chercher à mettre en œuvre, tout en continuant à exploiter le filon de l'or du Soudan, bien sûr. Hein. Il y a à peu près une demi-tonne d'or qui arrive par an à Lisbonne quand on sera au début du XVIe siècle. Hein. En 1482, Diogo Cao arrive à l'embouchure du Congo, établit des relations avec les royaumes indigènes. Puis ensuite, il pousse vers le littoral angolais jusqu'aux côtes du désert du Namib. Les tentatives de pousser vers l'intérieur échouent. Les relations avec les royaumes indigènes ne donnent pas grand-chose finalement. Mais on poursuit quand même vers le sud, d'autant que le roi de Portugal, Jean II, a envoyé vers l'Éthiopie deux explorateurs, Kovila et Paiva, qui doivent prendre contact avec le prêtre Jean. Mais il faut... Si jamais ça se fait, si c'est possible, il ne faut pas qu'il reste tout seul. Donc on envoie une expédition navale, celle de Bartolomé Diaz, qui doit contourner l'Afrique, puis essayer d'établir le contact avec ce royaume du prêtre Jean. Alors, Bartolomé Diaz, il descend le long de la côte africaine, mais c'est un peu difficile parce qu'il y a le courant de Benguela qui remonte vers le nord, qui gêne sa progression, donc il s'en va plus loin au large. Puis là, il est pris dans une tempête. Il réussit à s'en sortir, et puis quand on sort de la tempête, il se rend compte que la côte d'Afrique, elle est maintenant vers l'ouest, qu'elle est maintenant sur sa gauche. Ce qui fait qu'il a franchi le cap de Bonne-Espérance, que l'on ne connaît pas encore. Il va passer devant à son retour, hein, avec la baie de la Table, à hauteur du cap, qu'il baptise le cap des tempêtes, mais le roi souhaitera qu'on le rebaptise cap de Bonne-Espérance. Après 60 ans d'efforts, la route de l'océan Indien donc était ouverte, mais à ce moment-là, Bartolomé Diaz a été reçu triomphalement au Portugal, mais en 1492, on apprend la découverte, 1492-93, on apprend la découverte de l'Amérique par Colomb. C'est un peu un effet de douche froide à Lisbonne, mais les Portugais vont se rattraper puisqu'en 1498, Vasco de Gama va réaliser le premier voyage en direction des Indes à partir de la circumnavigation de l'Afrique. Ce n'est qu'un prélude. Au XVIe siècle, l'océan Indien deviendra un véritable lac portugais. Les cadets de Saumur, un terme qui est devenu le symbole de la résistance héroïque face aux armées allemandes en 1940. Les cadets de Saumur, c'est-à-dire les élèves de l'école de cavalerie de Saumur, eh bien c'est un terme qui n'existe pas dans l'armée française. Ce sont les Allemands qui les ont appelés comme ça, par admiration, par hommage envers ces élèves aspirants de réserve de l'école de cavalerie. Alors cette résistance, qui a été inutile, qui a duré 2 jours et demi à 3 jours, a opposé 2500 Français, parce qu'il n'y avait pas que les élèves de l'école de cavalerie, à 40 000 Allemands. Et pourtant, ils ont tenu, et d'une façon qui a vraiment forcé l'admiration de tout le monde. Alors, les combats, bon, ce sont des combats retardataires, hein, sur 3 sites, à Saumur même, dans l'île d'Ophar. Ça sera la brigade du lieutenant Buffet-Vent. Il y a également l'île Gênes et l'île de Gênes, où il va y avoir des combats acharnés. Et enfin, la ferme d'Aunis, sur le coteau, derrière le château, où là aussi les combats vont être terribles. Alors, quels sont les personnages de ces cadets de Saumur? Eh bien, leur chef, celui qui commande l'école, c'est le colonel Michon. Colonel Michon, c'est un héros de la guerre de 14. Il était déjà un brillant officier en 1907 au Maroc. Il a été très grièvement blessé à Saint-Mihiel, en particulier la tranchée de Calonne, et il va rester 2 jours laissé pour mort sous un tas de cadavres. Il est extrêmement blessé, il souffre en permanence. C'est quelqu'un qui va d'ailleurs très peu survivre
survivre à cet été terrible de 1940. Il va mourir en octobre. Et c'est quelqu'un qui ne lâche rien, qui est vraiment entièrement dans la droite ligne de l'honneur. Il dit à ces jeunes recrues, vous êtes une génération de sacrifiés, demain vous serez tous morts. Alors son chef d'escadron, puisqu'on est dans la cavalerie, on parle de chef d'escadron et non pas de commandant, c'est le moine. Lui, c'est un brillant cavalier qui a gagné beaucoup de concours épiques. Il est en meilleure forme que le colonel Michon. Et puis après, eh ben, il y a des gens extraordinaires. Alors, je vous en parle un petit peu. Il y a Gabriel de Galbert, lieutenant Gabriel de Galbert, surnommé l'Archange. Alors, peut-être un petit peu plus tard, parce que d'abord, c'est un beau garçon, il est d'un courage absolument incroyable. Il va finir d'ailleurs par attaquer 2 panzers avec une arme de poing. Il aura le premier, mais le deuxième, c'est le deuxième qu'il aura. Il va perdre le bras droit. Ça ne l'empêchera pas de faire une carrière absolument formidable. Il finira d'ailleurs à la tête de l'école de Saumur et il sera bien sûr général. Et il est suivi partout, Gabriel de Galbert, par son chien, qui est un berger allemand qui s'appelle Loup. Il y a le lieutenant Desplat, qui est un très beau soldat, lui aussi. Alors lui, c'est un cavalier jusqu'au bout des ongles. Il vient d'avoir la croix de guerre 3 jours avant, dans la cour de l'école de Saumur, pour sa conduite héroïque 2 mois avant. Et il est suivi lui aussi par son chien Nelson. Malheureusement, les 2 vont être tués dans l'île de Gênes après une résistance absolument héroïque. Alors il y a un Russe aussi, sous-lieutenant Vladimir de Favitsky, c'est un Russe blanc surnommé le Barin, avec tout le côté flamboyant des Russes. Il y a un polytechnicien, le lieutenant de Saint-Germain, qui est grand, maigre, distingué, mais qui a priori est moins un cavalier. Il y a le capitaine de Saint-Blanca, surnommé Félix le Chat. Alors lui, ce sera lui qui tiendra à Aunis. Il y a un Alsacien pur jus qui s'appelle Marsloff. Il parle un allemand parfait et lui aussi va faire une très belle carrière, finira aussi général et commandant de l'école. Et puis il y a des gens qui viennent du train aussi, des EOR du train. Il y a le lieutenant Roy Marnier qui est un tireur d'élite. Lui, c'est un brution, il sort du Prytanée de la Flèche et il sera tué à Gênes. Il y a quelqu'un que j'aime particulièrement, c'est le jeune Geoffroy de Navassel. Alors lui, c'est un EAR, donc un élève. Il est extrêmement doué pour plein de choses, en particulier pour le dessin. Et on a ces dessins des combats, parce qu'il a fait des croquis pendant les batailles. Et au mois d'août, il en a fait des dessins un peu plus fignolés. Et lui, il est extrêmement mobile parce qu'il a une petite moto qui est surnommée Blue Baby, qu'on peut encore voir à Saumur, au musée des Blindés. Allez la voir si vous passez par là, parce qu'elle en a vécu des choses, cette Blue Baby. Et donc, il va être agent de liaison et il voit beaucoup de choses. C'est un garçon formidable qui est mort en 2015, très vieux, et il faisait partie de la famille de Pierre de Coubertin. C'est quelqu'un de très bien, Geoffroy de Navassel. Parmi les EAR, il y a aussi un grand nom, Maurice Druon. Maurice Druon, qui se retrouve là et qui va écrire, juste après la guerre, La dernière brigade, où il va raconter les combats de Saumur. Il y a quelqu'un d'un peu plus oublié qui est Jean Alain, qui est un organiste, qui est très important, qui compte dans le monde de l'orgue, qui est un compositeur, qui va mourir à 28 ans dans les combats de Saumur. Lui, il faisait partie du groupe franc du capitaine de Neuchèze. Et puis, il y a le lieutenant Gérard de Buffévent, très grand, très chic, avec le stick de son père qui a été tué en 1914. Et quand il donne des coups de stick sur ses bottes impeccablement cirées, il est sûr, lui, d'être tué. Il le dit d'ailleurs à plusieurs reprises, « J'aurai le destin de mon père ». Et effectivement, il va être tué pendant la défense de l'île. Parce que Saumur, si vous connaissez Saumur, c'est sur les 2 rives de la Loire. Il y a une île au milieu qui s'appelle l'île d'Ophar.
Les Allemands venaient par la rive de l'autre côté de la ville proprement dite de Saumur. Il fallait donc les arrêter sur l'île. Comment on fait? Eh bien, on fait sauter les ponts, bien sûr. Mais c'est pas si simple, parce que d'abord, on est en été, hein, on est au mois de juin. Il fait très très chaud, la Loire est très basse, donc les Allemands vont arriver à passer de toute façon quasiment, par moment, ils pouvaient passer à gué. Et puis il restait le viaduc de chemin de fer qui n'avait pas réussi à faire sauter. Et puis des bateaux, des petits bateaux, donc les Allemands de toute façon vont arriver. Donc on a 550 élèves aspirants de réserve de l'école de cavalerie. On en a 240 qui viennent du train. Ça fait 790 élèves. Leur formateur et là la formation elle va se faire sur le tas, parce que la plupart de ces élèves ils étaient arrivés à Saumur au mois de mai, donc ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour apprendre et surtout ils vont manquer d'équipement. L'équipement il est vraiment très très réduit et ce sont les armes d'instruction, c'est-à-dire monter, démonter pendant des centaines de fois, parfois qui marchent pas bien, qui sont usés, il manque des pièces. Alors chaque brigade, chaque petit groupe a un mousqueton, parce que dans la cavalerie on ne parle pas de fusil mais de mousqueton. Il y a 2 mitrailleuses Hotchkiss, un modèle ancien mais ça marche pas trop mal, et il y a 5 ou 6 fusils mitrailleurs, il y a un petit canon anti-char, pas grand chose, un mortier. Bon, c'est mieux que rien. Et puis 2000 cartouches. Mais tout ça, ça ne fait pas beaucoup pour tenir face à une force, évidemment, infiniment supérieure en nombre. Et puis, il n'y a pas d'espoir d'aide de l'aviation. Il n'y a pas d'aviation. Par contre, Saumur va être très lourdement bombardé par la Luftwaffe. On pense que 2000 obus sont tombés sur la ville. Il faut dire que les Allemands sont de mauvaise humeur. D'une part parce qu'ils ne s'attendaient pas à cette résistance. Le maire qui s'appelait Robert Ami, et qui à mon avis n'a pas de rue à Saumur, avait tout de suite dit « Oh là, Saumur, ville ouverte, entrez les Allemands, on ne bougera pas ». Mais le colonel Michon, qui avait déjà refusé quelques jours avant de replier l'école à Montauban, dit il n'est pas question que la ville soit ville ouverte, on résiste. Et le colonel Michon installe son PC de commandement sur la falaise, dans une maison privée, et refuse, il envoie balader le maire et le sous-préfet, qui sont furieux, mais les habitants aussi sont furieux et disent « mais vous allez nous faire tuer ». Et oui, en fait, bon, il y a eu une dizaine de tués civils dans Saumur. Bon, c'est trop, mais c'est pas beaucoup par rapport au sacrifice des militaires. Les combats vont être extrêmement violents. Il faut penser aussi qu'il y a une chaleur écrasante, les Français vont beaucoup souffrir de la soif. De temps en temps, ils trouvent une cave où il y a du vin, mais pas toujours. C'est extrêmement difficile. Finalement, le lieutenant de Buffévent va être tué, comme il l'avait prédit. Ceux de Gênes aussi. Les communications ne marchent plus, le téléphone ne marche plus. Et évidemment, c'est la reddition. Il se retrouve au château de Chavigny avec le colonel Michon. Mais l'Allemand, le général Kurtfeld, va avoir tellement d'admiration pour ces cadets de Saumur, qui va leur dire ben, vous avez 2 jours pour passer la ligne de démarcation, et les débris de ce qui a été donc cette défense de Saumur va redresser la tête et passer au pas en chantant à plein poumon la Madelon, et les Allemands vont les saluer. Bravo les cadets de Saumur. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Yves Le Gallou. Jean-Yves Le Gallou, il est bien connu comme militant, comme responsable politique depuis de nombreuses années, mais j'ai grand plaisir à l'accueillir aujourd'hui dans notre émission, qui est une émission d'histoire, parce que le public connaît sans doute moins, c'est que c'est un passionné d'histoire, bien sûr, mais qu'il a été lauréat du concours général
en histoire quand il était lycéen, en première. Il y a très longtemps. En première et en terminale, ce qui manifestait, n'est-ce pas, un goût déjà prononcé pour l'analyse du passé et les leçons qu'il convenait d'en tirer. Vous vous souvenez du sujet? Ah oui, sûrement. tout à fait. On n'oublie pas ces choses-là. En première, c'était le concours de géographie, donc c'était sur les villes, c'était des très grands sujets de synthèse. Et en terminale, le programme de terminale à l'époque, il y avait deux parties. Il y avait l'histoire contemporaine, à l'époque 1914-1945. On ne faisait pas les 40 dernières années en estimant à juste titre qu'on n'avait pas le recul nécessaire. Et puis, il y avait en plus les civilisations. Alors les civilisations, c'est absolument immense. Et donc, j'avais lu quelques livres un peu généraux sur la civilisation chinoise, la civilisation islamique, la civilisation hindouiste, etc. Et j'avais demandé au professeur qui m'accompagnait dans cette démarche, et qu'est-ce que je fais pour l'Europe? Et ce professeur m'avait répondu: mais l'Europe, vous connaissez la civilisation européenne, vous savez, vous n'avez rien à faire de particulier. Rien à réviser. Et donc je n'avais rien fait de particulier sur l'Europe, et le sujet qui était tombé était un très grand sujet sur la civilisation européenne. Et en ayant étudié, finalement, en ayant découvert le concept de civilisation, enfin découvert, approché d'assez loin les Chinois, les Indiens, etc., les hindouistes, tout ça, je savais au fond à quoi correspondait le concept de civilisation, et j'ai donc fait une copie suffisamment bonne pour être primée, et je me suis jamais séparé finalement de l'intérêt pour la civilisation européenne à travers tout mon parcours politique, culturel, idéologique, et je le retrouve avec vous, Philippe Conrad, à l'Institut Iliade, l'Institut pour la longue mémoire européenne, où le concept de civilisation européenne est au cœur de nos préoccupations. Donc voilà, je ne me suis jamais éloigné de la civilisation européenne, la boucle est en quelque sorte bouclée. Puisque vous évoquez ce programme de terminale de l'époque, je rappelle que l'un des meilleurs manuels de l'époque, c'était un manuel qui était dû à Fernand Braudel, on en a fait depuis un petit livre intitulé Grammaire des civilisations. Je renvoie nos téléspectateurs à cette lecture, car c'est un ouvrage tout à fait remarquable. Ça en dit long sur ce qu'étaient les manuels de l'enseignement secondaire à l'époque. Alors, Jean-Yves Le Gallou, nous vous avons invité aujourd'hui parce que nous voulions aborder une question qui peut apparaître tout à fait contemporaine, mais qui appartient déjà à l'histoire, c'est la question des populismes. C'est un terme qui est apparu maintenant, voilà, en gros une vingtaine d'années à peu près, pour désigner des phénomènes politiques nouveaux, en France, en Europe, un peu partout, et qui est utilisé d'ailleurs un petit peu à tort et à travers, avec une connotation bien entendu dévalorisante, péjorative. Il n'empêche que ces populismes, on les voit progresser partout, ça en inquiète certains, ça en encourage et en rassure d'autres, et nous voulions réfléchir avec vous, puisque vous êtes un observateur très acéré de l'actualité politique, sur ce thème, sur ce concept de populisme. Le populisme, ceux qui utilisent ce terme désignent quoi pour... Il désigne les formations politiques ou les acteurs qui sont critiques des oligarchies dirigeantes. Voilà. Et cette critique se porte en fait sur plusieurs lignes principales. Il y a une critique des institutions européennes et des oligarchies qui gouvernent l'Union européenne. Il y a une critique de l'immigration, évidemment. Il y a aussi une critique de la classe politique, bien sûr. C'est-à-dire des gens qui ont l'apparence du pouvoir, enfin les marionnettes des marionnettistes en quelque sorte. Et donc on les regroupe. Alors ces critiques peuvent être différentes, puisque certains insistent plutôt sur l'aspect critique des institutions européennes, les autres plutôt critique de l'immigration. Je crois d'ailleurs que le moteur électoral principal, ce sont aujourd'hui, pour des raisons évidentes, et depuis d'ailleurs un certain nombre d'années, les questions d'immigration. Mais comme tout le monde n'ose pas forcément les aborder de front, ou comme dans certains pays,
qui ne sont absolument pas démocratiques, je pense à l'Allemagne en particulier, c'est quasiment impossible de l'aborder, eh bien l'expression populiste va plutôt s'orienter sur la critique des institutions européennes ou la critique de la mondialisation, des choses un peu moins choc, si je puis dire. Alors ce qui me paraît intéressant, et c'est là qu'on peut rentrer dans le cadre d'une émission d'histoire et pas simplement dans le cadre de l'actualité, c'est qu'on dispose déjà d'un peu de profondeur dans le temps, puisque si on considère que le premier mouvement, entre guillemets, populiste qui est apparu en Europe à l'époque récente, c'est le Front National au début des années 80. Nous avons déjà 30 ans de recul. Et ce qui est intéressant de voir sur ces 30 ans, c'est l'extension du phénomène en termes de volume électoral et en termes géographiques. C'est très simple, au départ, en termes de volume électoral, c'est quelques pourcents, 10%, avec le Front National dans un seul pays. Aujourd'hui, le volume électoral, c'est entre 15 et 30% dans à peu près tous les pays d'Europe, sous des formes différentes, alors vraiment sous des formes différentes, mais à peu près entre 15 et 30% dans tous les pays d'Europe, à l'exception des pays du Sud, notamment le Portugal, l'Espagne, l'Italie, c'est un peu plus compliqué, et la Grèce, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il y a une sorte de populisme de gauche qui a très vite trahi ses électeurs, qui est Syriza, et il y a eu un populisme de droite, jugé sans doute très radical, avec Obdoré, et qui a été éliminé par des moyens de police politique, puisque quand on arrête de nuit une quinzaine de députés protégés par une immunité parlementaire, on est sorti du régime démocratique. Et je dois dire que si Poutine avait eu l'idée de faire une chose pareille à son opposition, on en a entendu pendant 8 jours partout. Et là, on a dit la démocratie est défendue. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait neutre, parce que quels que soient les défauts, les qualités ou les défauts d'Obdoré, il faut savoir que l'élimination politique d'Obdoré par ses méthodes de police politique, c'est ce qui permet aujourd'hui l'entrée de 200 000 migrants par mois à travers la Grèce, puisque le parti qui était contre l'immigration en Grèce a été de facto, même s'il a dû encore faire 6 ou 7% aux dernières élections. Il a augmenté légèrement son score. Il aurait fait beaucoup plus s'il n'avait pas été détruit. Et comme il a été détruit, eh bien, la grande porte-frontière de l'Union européenne, qui est la Grèce, est devenue ouverte. Voilà, c'est quand même intéressant à voir. Alors, en dehors de ces pays donc du sud de l'Europe, Grèce, Italie, Espagne et Portugal. Ça, c'est curieux, Espagne et Portugal. Pourquoi je pense qu'il y a encore le poids de leur histoire récente. Je pense que l'Espagne, d'ailleurs, a connu à nouveau, plus exactement, un phénomène de surdiabolisation du régime de Franco, qui n'était pas diabolisé finalement à la fin des années 70 et qui est aujourd'hui surdiabolisé. Et donc on a des phénomènes un petit peu comparables à ceux de l'Allemagne, où c'est extrêmement difficile pour des partis populistes d'émerger, parce que l'Allemagne applique à ses oppositions, là aussi, un petit peu comme la Grèce a fait, des méthodes dites de police politique. Et puis on a aussi des populismes dont l'inspiration idéologique se situe plutôt à gauche. Le mouvement 5 étoiles en Italie, Podemos en Espagne, sont aussi des réactions par rapport à la classe politique traditionnelle, par rapport aux oligarchies dirigeantes en place. Et alors ensuite, on l'a vu en Grèce avec Syriza, qui correspondait au même phénomène quelque part, contre des partis complètement discrédités, la Nouvelle Démocratie, le PASOK, etc. Alors ensuite, on sait où cela a amené, à quel échec ça a conduit, avec Tsipras s'alignant sur les volontés de l'Europe de Bruxelles.
Mais il y a aussi cette composante-là de gauche dans ce populisme. Et même certains disent que dans le Front National de Marine Le Pen aujourd'hui, il y a quand même une bonne partie de ce qui était un certain électorat de gauche populaire de jadis qui s'y retrouve également. Oui, enfin, l'électorat populaire qui existe, il faut distinguer d'ailleurs l'électorat populaire et l'électorat de gauche, c'est pas forcément tout à fait. Il y a toujours eu un électorat populaire de droite, bien sûr. L'électorat populaire qui se retrouve chez Marine Le Pen, il s'y retrouve essentiellement sur la question de l'immigration. Essentiellement sur la question de l'immigration. Et je crois que dans tous les pays d'Europe, c'est le moteur principal. Mais c'est le sujet le plus délicat à aborder parce que c'est là qu'il y a l'interdit idéologique le plus fort. Voilà. Avec l'impossibilité pratiquement d'en parler dans certains pays comme l'Allemagne par exemple. Voilà. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au fond, il y a une demande électorale partout. Il y a une demande électorale partout de solutions différentes, des solutions d'ouverture des frontières, de mondialisation financière. Donc il y a une critique globale, une demande, et cette demande, elle s'exprime par des manières différentes, à la fois parce que les pays peuvent avoir des cultures différentes, que les gens de pouvoir peuvent aussi aider plutôt certains leurs. Je pense que pour le pouvoir italien, Beppe Grillo, c'est quand même moins gênant que la Ligue du Nord, par exemple. Et donc, on peut avoir intérêt à mettre en avant des abuseurs. Et puis, il y a le fait que les partis, les formations qui prennent en compte cette demande sont parfois des formations nouvelles ou des formations parties de quasiment rien, comme fut le Front National à l'origine, ou peuvent être des partis très anciens qui changent un peu de ligne politique pour répondre à une demande électorale et ensuite construisent un discours politique. Je pense à deux formations de ce type, même l'Autriche, la Suisse avec l'UDC, où certains partis dans le nord de l'Europe, je pense aux Finlandais par exemple, au départ ce sont des partis agrariens qui, là en Finlande, le parti des vrais Finlandais à l'origine c'est plutôt un parti agrarien, donc un parti regroupant en quelque sorte des agriculteurs, une catégorie en voie de disparition d'ailleurs en Pologne comme ailleurs. En Autriche c'est un parti libéral qui se transforme. Et en Suisse, c'est aussi un parti agrarien, au départ, centriste agrarien, l'UDC, ou Parti du peuple suisse en langue alémanique, qui occupe ce créneau-là. Donc il y a vraiment des histoires tout à fait différentes. Aux Pays-Bas, c'est aussi un parti libéral. En Flandre, au départ, c'est une scission de la Volksunie qui fait le Vlaams-Belang, le Vlaams-Belang, donc une scission de la Volksunie, qui est un parti régionaliste, qui dérive d'ailleurs à gauche, et qui perd ses électeurs, pendant que le Vlaams-Blok puis le Vlaams-Belang incarne la volonté d'identité flamande, non seulement par rapport aux Wallons, mais aussi par rapport aux immigrés venus d'ailleurs. Donc ça varie beaucoup d'un pays à l'autre. Vous avez aussi le parti du peuple danois qui lui part de rien et se construit sur la défense de l'identité danoise. Vous avez aussi les démocrates suédois, c'est un petit peu la même construction. Alors l'Angleterre, c'est plus sous un angle souverainiste, dans la mesure où anti-européen au sens institutionnel du terme, mais si vous voulez, ça c'est aussi un petit peu l'hypocrisie. On prend position, c'est le cas de l'UKIP, essentiellement sur l'Union européenne, et on passe doucement le message sur l'immigration, et comme il n'y a pas d'autre offre, ou que l'offre qui existait sur ce sujet-là avec le British National Party a été éliminée, eh bien les électeurs se retrouvent aussi là-dessus. On a un peu le même phénomène en Allemagne, où deux formations, où l'AfD s'est un peu développée aussi sur la thématique l'alternative pour l'Allemagne. Alternative pour l'Allemagne, alternative par rapport à l'Union européenne, et essaye d'avancer doucement sur le sujet d'immigration, ce qui est particulièrement difficile
en Allemagne, et même, semble-t-il actuellement, le parti libéral allemand, qui a toujours du mal à trouver un espace électoral, est tenté actuellement de critiquer Merkel sur précisément la question de l'immigration. Donc, en fait, il y a une demande de l'opinion, et ça se comprend bien, il y a une demande, disons les mots, il y a une demande identitaire de l'opinion européenne et de toute l'opinion européenne pratiquement. Il y a une demande de l'opinion européenne, et donc il y a forcément à un moment ou à un autre des acteurs politiques, des hommes politiques qui cherchent à répondre à cette demande, malgré les difficultés qu'ils ont, puisque évidemment répondre à cette demande, c'est se heurter au système, c'est donc courir des risques médiatiques, courir des risques judiciaires, et la répression médiatique, la répression judiciaire, ça existe partout en Europe. Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans le phénomène, c'est de voir qu'il concerne finalement tout un continent. Un mot sur la Pologne, puisque récemment... Alors la Pologne, les anciens pays de l'Est, c'est un peu différent, puisque eux, d'un certain point de vue, ont été protégés de la destruction occidentaux-capitaliste par le fait qu'ils étaient congelés un petit peu par le système soviétique. Ils ont été congelés, un petit peu protégés, donc ils ont gardé un peu plus de tradition, un peu plus de valeur, et c'est ce qui s'exprime à travers un certain nombre de formations politiques qui sont entre guillemets considérés comme dans l'arc constitutionnel, mais en ayant des positions très hétérodoxes. C'est le cas des Polonais qui viennent de gagner les élections avec 40% des voix, le parti de la justice et du droit, et c'est aussi le cas du Fidesz en Hongrie, et on voit très bien que dans l'affaire de l'invasion migratoire de l'Europe, non seulement les peuples et les opinions et les partis, mais aussi ceux qui sont au gouvernement, en Slovaquie, en Tchéquie, en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne et en Hongrie, sont sur une ligne différente. Et au fond, il y a quand même là, on voit un mouvement de défense de facto de l'identité européenne commune à travers des expressions nationales bien naturelles, qui concernent à l'Est des partis qui sont quand même plutôt au gouvernement, des partis de gouvernement, et à l'ouest des partis dits de gouvernement, et à l'ouest des formations d'opposition protestataires, mais avec des volumes électoraux importants, de 15 à 30%, ce qui quand même est assez important. Quand je dis 30%, ça concerne l'Union démocratique du centre en Suisse, qui vient de franchir 30% aux dernières élections. Ça concerne le parti libéral autrichien, le FPÖ, qui est aussi à plus de 30% dans les dernières élections. Alors, je crois qu'ils ont fait 36% à Vienne, qui leur est pas favorable, ça a été présenté comme un échec. Il y a une technique assez facile pour présenter un échec, et c'est là qu'on voit l'absence totale de réflexion historique, même sur le court terme. C'est-à-dire que maintenant, on compare le résultat d'une élection au dernier sondage. Donc il suffit de gonfler le dernier sondage des gens que vous voulez présenter comme des vaincus, et vous dites c'est un échec. Alors que moi j'ai appris quand même qu'en matière d'élection, la bonne comparaison, alors c'est un peu technique, la bonne comparaison c'est de comparer la même élection, c'est-à-dire qu'on compare une élection européenne à une élection européenne, une élection régionale à une élection régionale, une élection municipale à une élection municipale, une élection législative à une élection législative. Ça paraît logique. Donc vous prenez le même territoire, la même élection, et là vous comparez. C'est ça le résultat. Et là, c'est pas du tout ce qu'on fait. On compare soit l'élection d'avant qui portait sur un autre sujet, soit ce qui est encore pire, au dernier sondage qu'évidemment on a pu gentiment manipuler. Donc c'est ce qu'on a fait d'ailleurs très bien dans Immédiat. Voilà. Mais si vous voulez, c'est quand même intéressant par rapport au temps historique. Le temps historique, c'est le temps long. Et là, on n'est même plus dans le temps moyen, disons, allez, entre des élections il y a 5 ans, c'est quand même du temps court. Là, on est dans le temps immédiat. Voilà. Et donc, on dit ce qu'on veut dire. Voilà. Je crois que le grand intérêt de l'histoire, c'est
c'est le temps long. Bien sûr, c'est le temps long. Et là, d'ailleurs, l'émission à laquelle vous m'invitez est aux limites de l'histoire, puisque le temps long, là, pour nous, c'est 30 ans, mais on peut aussi chercher d'aller un peu plus loin. Il y a déjà un phénomène qui a une dimension dès aujourd'hui historique. Oui, l'émergence de ces courants, la généralisation du phénomène progressivement dans l'ensemble de l'Europe, et puis les questions que tout cela pose. Vous avez évoqué bien sûr la réaction contre le système bruxellois, la mise en cause des pseudo-élites autoproclamées, que vous avez raison de désigner sous le nom d'oligarchie, parce que dans la guerre sémantique c'est important, n'est-ce pas, ces messieurs se prétendent l'élite, qui est un terme à connotation positive, l'élite. Donc, marionnette et marionnettiste, que j'ai remarqué aussi. Ça. Donc il y a effectivement une généralisation de ce type de sentiment avec l'expression politique qui va avec. En revanche, on reste un petit peu sur notre faim quant à une vision alternative, cohérente par rapport au système qui est dénoncé. On a l'impression de combats dispersés, de cibles diverses, assez mouvantes. C'est normal puisque ça correspond à différents pays, à des situations particulières. Mais on voit bien que c'est quand même là une faiblesse, un déficit pour ces courants populistes, de ne pas être en mesure de porter une vision, une conception alternative large, cohérente, pour remplacer le système mortifère que nous connaissons aujourd'hui. Et en plus, cette exigence d'aboutir à cette vision des choses, elle s'inscrit dans une urgence en termes de délai. Il y a deux éléments. Je crois qu'il y a effectivement un grand sujet de préoccupation, c'est l'urgence, puisque les événements quand même se précipitent, s'accélèrent d'une manière spectaculaire. Et alors qu'il y a en même temps une certaine inertie des phénomènes politiques, parce que la progression est incontestable. Elle est géographique, elle est numérique, mais elle est lente. Et les événements sont rapides. Alors, elle est incontestable. Moi, j'ai comparé, si vous voulez, des mouvements. Quand on regarde l'apparition du socialisme, il apparaît dans les années 1840, et en France. En France, Cabet, le premier socialiste, n'est pas élu à la Constituante en 1848. Il faut attendre 1880 pour avoir le premier député socialiste. 1895 pour avoir le premier ministre issu du Parti socialiste. Et Mitterrand, oui, et il faut attendre 1936 pour avoir le président du Conseil. Donc il faut presque un siècle. Si on regarde les mouvements de libération des peuples qui apparaissent dans la suite de la répression du Congrès de Vienne, peut-on dire. L'indépendance italienne, il faut 50 ans. L'indépendance allemande, l'indépendance italienne, il faut 40 ans. L'indépendance allemande, il en faut 50. L'indépendance irlandaise, il faut attendre le lendemain de la Première Guerre mondiale. Et là, donc le fait que les populistes ne soient pas encore au pouvoir 30 ans après le début de leur émergence, ça s'explique très bien historiquement, sauf que les événements s'accélèrent, et c'est vrai aussi qu'il y a des points de vue très différents sur les alliances, sur l'économie, sur des tas de sujets, ce qu'on retrouve quand même à peu près partout, c'est critique des institutions européennes, et donc indirectement du mondialisme, et critique de l'invasion migratoire. L'invasion migratoire, ça c'est ce qu'on retrouve partout. Et puis la critique, mais je dirais que c'est un peu la critique facile, la critique de la classe politique. La classe politique, elle a ses défauts. Du genre tous pourris. Genre tous pourris. C'est pas forcément totalement faux, mais c'est pas totalement pertinent. C'est pas totalement vrai. Et puis surtout, c'est pas l'essentiel. Il y a eu des affaires immobilières à l'époque du général de Gaulle. Bon, ce qui ne veut pas dire que de Gaulle tapait dans la caisse, c'était pas le genre, mais il y avait des affaires. Mais bon, il y avait quand même une politique qu'on pouvait approuver ou désapprouver, mais qui avait quand même une certaine structure, quoi. Aujourd'hui, c'est quand même les gens de pouvoir, c'est le grand ectoplasme.
et l'alignement sur les très grands intérêts. Et ce que vous dites à propos de l'immigration, je crois que c'est particulièrement intéressant dans le cas de la Pologne, parce que c'est un pays qui a une population immigrée extra-européenne quasiment inexistante. Et pourtant, on voit bien que le vote de dimanche dernier, qui a mené les populistes, entre guillemets, au pouvoir, eh bien, il porte également sur cette question qui apparaît au grand jour avec les événements de Hongrie, d'Autriche et d'Allemagne. Oui, alors je crois que c'est tout à fait important, et le succès, parce qu'en Pologne, la Pologne c'est un pays où historiquement émietté politiquement. Enfin, ça remonte pas à la nuit des temps peut-être, mais à l'origine de l'histoire polonaise. Et donc un parti qui à la proportionnelle arrive à faire 40% des suffrages, c'est absolument considérable. Considérable. Et les deux moteurs principaux, c'est l'immigration et les phénomènes, le fait qu'on veut leur imposer des quotas. Ils ne sont pas prêts du tout à ça, ni au vivre ensemble. Et puis ils ne sont pas prêts non plus à ce qu'on leur impose des fantaisies comme le mariage homosexuel. Donc c'est un parti entre guillemets de gouvernement, mais qui est radicalement en discordance avec l'idéologie dominante sur les deux sujets les plus sensibles: les valeurs et l'identité. Et que peut-on dire des populismes aux États-Unis? Parce qu'on a aussi le phénomène, si l'on en croit les analyses de la presse. On a eu Sarah Palin, le Tea Party, on a maintenant le dénommé Trump par exemple. Alors ces gens-là, qui pourtant ne semblent pas porteurs d'une vision des choses particulièrement ambitieuse, eh bien, ils secouent très sérieusement les appareils politiciens, les appareils partisans. Le Parti républicain, les candidats sérieux, entre guillemets, là, ça ne sait plus trop à quel sens vouer. Ils font des ordres là-dedans. Ben oui, parce que je pense que la politique américaine est totalement déterminée par les grands lobbies et par l'argent. C'est pas nouveau d'ailleurs, parce qu'il y a eu des courants populistes aux États-Unis à la fin du 19e siècle, en fait, qui étaient dirigés déjà contre les grandes entreprises. Et à l'époque, c'était les grandes entreprises de transport ferroviaire. Mais donc il y a déjà eu ce courant-là. Et là, je crois que malgré tout, les Américains ne peuvent pas ne pas se rendre compte que leurs représentants politiques sont au service d'intérêts et de points de vue totalement différents de ceux de l'américain en quelque sorte de base. Et c'est assez drôle de voir dans le cas de Trump pourquoi il peut faire ça. Parce qu'il est extraordinairement riche, et qu'étant extraordinairement riche, il n'a pas besoin de financier. Voilà. Voilà. Ça lui donne une liberté. Et une légitimité en même temps, puisque avoir de l'argent aux États-Unis, par définition, c'est le signe d'une élection. Il est légitime parce qu'il a de l'argent, et il en a suffisamment, parce que là, il en faut quand même énormément. Il faut énormément. Et puis l'Américain de base se dit, celui-là, il est riche, il piquera pas dans la caisse, ce qui est aussi une façon de voir. Il est déjà riche, donc il n'a pas besoin de finances publiques. Il est certain qu'il y a là-bas aussi une réaction ancienne, comme vous le disiez, contre la classe politique formatée de la côte nord-est qui a dirigé la politique américaine pendant très longtemps, qui a profité d'ailleurs à certains candidats. On pense à Carter, par exemple, qui était un homme du Sud, planteur de cacahuètes en Géorgie. Même Clinton, venant de l'Arkansas, un État Reagan, très aussi, pauvre. d'une certaine façon. Cette réaction-là, des hommes de terrain, d'une certaine façon. Également, ça sera intéressant de voir ce qui va se passer. aux États-Unis. Je crois que de toute manière, là, l'histoire est ouverte dans les années qui viennent quant au la capacité de répression du système est très forte. Bien sûr. Donc, je pense qu'il y a un homme qui serait élu président des États-Unis en totale discordance avec le système et qui ne ferait pas le moment venu les compromis indispensables, son espérance de vie serait quand même assez réduite. Vous pensez qu'il y aurait un Dallas dans le coin Bon, il y a quand même beaucoup d'assassinats. C'est un mode de régulation politique qui existe aussi. Dans les modes de régulation politique, il y a la répression judiciaire, il y a l'interdit médiatique. Bon, ça c'est plus gentil. C'est facile. Il y a l'interdit médiatique, ça il est pratiqué tout le temps. Il y a la répression judiciaire qui est pratiquée aussi.
très fortement, par exemple, dans un pays comme l'Allemagne. Bien sûr. Très fortement dans un pays comme l'Allemagne. Ça, on ne le sait pas trop. On ne le sait pas trop, bien sûr, parce qu'on imagine... Il y a vraiment un sujet, l'Allemagne n'est pas une démocratie. Voilà. J'ai fait un papier dans Boulevard Voltaire, j'ai repris sur Polémia, c'est assez court, mais je crois que c'est indispensable à comprendre. Et puis le stade ultime, c'est l'assassinat politique. Oui, ça existe. Qui règle le problème. Ça existe. Au moins Alors, pour le moment. ça le règle provisoirement. Oui, Provisoirement. Voilà. Il y a des livres intéressants sur le meurtre politique d'ailleurs. C'était un plaisir de vous recevoir, Jean-Yves Le Gallou. Je crois qu'on peut dire à notre ami qu'il est chez lui, chez Bien nous. entendu. Oui, mais je ne voudrais pas abuser. Merci en tout cas de Nous avons m'avoir révélé en plus ses talents très précoces d'historien. Il a toute sa place, dans Passé évidemment. Présent. Merci, chers amis. Et n'oubliez pas l'émission régulière de Jean-Yves Le Gallou, Immédiat. Vous connaissez déjà, mais c'est formidable. Voilà.